Aujourd'hui, on nous parle de république, on nous parle de nation, on nous parle de péril, de beaucoup de choses. Je ne vais pas en parler directement, mais en tout cas, je pense qu'il faut qu'on revienne à certaines sources, en tout cas aux miennes. Ernest Renan, Qu'est-ce qu'une nation 1882. Qu'est-ce qu'une nation? C'est un discours qu'a tenu Renan en 1882 à la Sorbonne. Et c'est le titre, et c'est le projet de ce discours. Alors là, je prends cette édition, discutable, je crois, Pierre Bordas et Fils, par Philippe Forest, Qu'est-ce qu'une nation? Texte intégral de Renan avec des textes de Barès, Daudet, Gourmont, Céline. Et cette plume tricolore. Alors on est dans un ouvrage quand même assez ancien, même si... enfin on est avant Charlie Hebdo, hein, largement. Tac, tac, tac. Ouais, j'ai même plus la date. 91. Je sais pas si cette édition que je vous conseillerais, le texte vous pouvez le trouver en ligne, mais je voulais vous montrer quand même un livre et pas sortir encore les œuvres complètes. Qu'est-ce qu'une nation? Je sais plus, je crois que c'est le tome 1 des œuvres complètes. À vérifier au besoin. Mais enfin, c'est un texte qu'on trouve partout. On peut même l'acheter à 2 € en édition type minuit. Je l'avais vu à la caisse de la boutique du MK2, c'est pour vous dire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce texte et surtout pourquoi Renan tient ce discours et à quel moment et dans quelles circonstances? En fait, ce n'est pas du tout le premier texte politique de Renan, puisqu'on a notamment, après la guerre franco-prussienne et le siège de Paris, la tristement célèbre réforme intellectuelle morale de la France, ce qui est le texte le plus étroit, le plus réactionnaire, je dirais pas, mais conservateur de Renan, dans lequel il critique le suffrage universel, la démocratie, la République, et tant de choses. Ce texte, la réforme intellectuelle et morale de la France, a eu une fortune malheureuse, je dirais, mais je vous donne mon avis, hein, puisqu'il est devenu notamment un des best-sellers de la France de Vichy. 10 ans après, Renan, qui n'a pas cessé ses interrogations politiques, on trouve dès ses textes de jeunesse, mais pas forcément publiés et publiés de cette façon-là, prononce ce discours donc en Sorbonne, le 11 mars 82, et ce discours, lui, a une grande fortune. Alors, il est édité quelques jours ensuite, largement réédité sous forme de plaquettes, donc de tirage indépendant. On le trouve très présent sur Internet, toujours très présent dans la bouche des politiques, de droite comme de gauche. Qu'est-ce qu'une nation? Alors que la réforme intellectuelle et morale de la France, c'est quand même plutôt un texte de droite. Et on peut voir ce texte qui a été beaucoup cité après, notamment les attentats contre Charlie Hebdo et les attentats de Paris. Le texte a été pas mal cité, il me semble au moins au long de Juppé. En tout cas, moi, c'est le texte que j'ai pris quand il a fallu reprendre les cours et que ce n'était pas possible avec mes étudiants et mes étudiantes. J'ai ramené Qu'est-ce qu'une nation et on en a lu des extraits avant de revenir au cours. Parce que c'était, à mes yeux, le seul moyen, déjà pour moi, de me raccrocher à ce que je connaissais et à un texte que je trouve assez superbe. C'est un texte qui reste au programme de Sciences Po, de l'ENA, enfin, qui est présent et qui est considéré comme un des fondements de la nation française, non, mais de la notion de nation, c'est dur à dire, telle que la notion donc est pensée en France, sa postérité dans les programmes le montre, et c'est un texte qui est notamment à l'origine de ce qu'on appelle le vivre ensemble. Je vous propose petite lecture, petits extraits, commentaires et surtout discussion sur cette réception où on va voir qu'en fait la question de la politique chez Renan est d'abord une question peut-être de lecture et de théorie de la lecture. Alors, avec ce portrait que je trouve assez abominable de Renan en académicien, d'après une photo, je suis vraiment désolée pour l'artiste, j'accroche pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'une nation? Tiens, en 91, il n'était pas disponible en intégrale et pas cher, ça a été corrigé. Renan commence ainsi. Alors, je suis page 31, mais c'est peu important. Je me propose d'analyser, avec vous, une idée, claire en apparence, mais qui prête au plus dangereux malentendu. Les formes de la société humaine sont des plus variées. Les grandes agglomérations d'hommes à la façon de la Chine, de l'Égypte, de la plus ancienne Babylonie, la tribu à la façon des Hébreux, des Arabes, la cité
à la façon d'Athènes et de Sparte, les réunions de pays divers à la manière de l'empire carlovingien, les communautés sans patrie, maintenues par le lien religieux, comme sont celles des Israélites, des Parsis, les nations comme la France, l'Angleterre et la plupart des modernes autonomies européennes, les confédérations à la façon de la Suisse, de l'Amérique, des parentés comme celles que la race, ou plutôt la langue, établies entre les différentes branches de germains et les différentes branches de slaves, voilà des modes de groupement qui tous existent ou bien ont existé et qu'on ne saurait confondre les uns avec les autres sans les plus sérieux inconvénients. À l'époque de la Révolution française, on croyait que les institutions de petites villes indépendantes, telles que Sparte et Rome, pouvaient s'appliquer à nos nations de 30 à 40 millions d'âmes. De nos jours, on commet une erreur plus grave, on confond la race avec la nation, et l'on attribue à des groupes ethnographiques, ou plutôt linguistiques, une souveraineté analogue à celle des peuples réellement existants. Tâchons d'arriver à quelques précisions en ces questions difficiles, où la moindre confusion sur le sens des mots, à l'origine du raisonnement, peut produire à la fin les plus funestes erreurs. Ce que nous allons faire est délicat, c'est presque de la vivisection. Nous allons traiter les vivants comme d'ordinaire on traite les morts, on se rappelle qu'il est philologue, nous y mettrons la froideur, l'impartialité la plus absolue. On retrouve bien ce transfert sciences, nature et littérature, qui est le cœur de ma thèse. Et toute cette prudence au... donc qu'est-ce qui fait? Alors, est-ce qu'appelle Renan nation, dans la suite de Fichte, discours à la nation allemande, etc., hein, et en fait, ce qui fait communauté. Et ça me paraît beaucoup plus intéressant de le voir ainsi, parce que la façon dont on comprend la nation est très différente entre le 19e siècle, la fin du 19e, 1882, et notre nation actuelle qui peut prêter au nationalisme. On est à une époque où l'Union européenne n'existe pas. Renan n'a évidemment connu aucune des deux guerres mondiales. Alors je saute des passages où il rappelle la difficulté de l'histoire de la nation pour arriver à celui-ci. L'oubli et je dirais même l'erreur historique sont un facteur essentiel de la création d'une nation et c'est ainsi que le progrès des études historiques est souvent pour la nationalité un danger. L'investigation historique, en effet, remet en lumière les faits de violence qui se sont passés à l'origine de toutes les formations politiques, même de celles dont les conséquences ont été le plus bienfaisantes. L'unité se fait toujours brutalement. La réunion de la France du Nord et de la France du Midi a été le résultat d'une extermination et d'une terreur continuée pendant près d'un siècle. Le roi de France, qui est, si j'ose le dire, le type idéal d'un cristallisateur séculaire. Le roi de France, qui a fait la plus parfaite unité nationale qu'il y ait, le roi de France, vu de trop près, a perdu de son prestige. La nation qu'il avait formée l'a maudit. Et aujourd'hui, il n'y a que les esprits cultivés qui sachent ce qu'il valait et ce qu'il a fait. Alors, on sait que Renan n'est pas un grand républicain. On a beaucoup de passages dans des notes intimes ou des textes publiés où Renan montre son ambivalence à l'égard de la royauté, qu'il admire, dont il voit le rôle historique et qu'en même temps, grosso modo, il considère la royauté comme un des moins pires régimes parce qu'il en apprécie la stabilité. Donc la transmission héréditaire est gage de stabilité et elle n'est pas bonne en soi, elle est bonne pour cette stabilité et éviter grosso modo ce qu'on appellerait aujourd'hui la politique politicienne. C'est un avis sur lequel il revient à la fin de sa vie parce que la République est installée. Et donc cette stabilité se trouve garantie donc, par la Troisième République à nouveau. Mais il faut se rappeler que Renan a vu, donc non pas la Première République, mais la Deuxième, il a vu le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, et donc la République, telle qu'il l'a vécue, n'a jamais été stable. Et il a assisté à la Commune de Paris dans Paris. Je continue, c'est par le contraste que ces grandes lois de l'histoire de l'Europe occidentale deviennent sensibles. Dans l'entreprise que le roi de France, en partie par sa tyrannie, en partie par sa justice, a si admirablement menée à terme, beaucoup de pays ont échoué. Sous la couronne de Saint-Étienne, les Mégars et les Slaves, je prononce peut-être mal, je suis désolée, sont restés aussi distincts qu'ils l'étaient il y a 800 ans. Loin de fondre les éléments divers de ces domaines, la maison de Habsbourg les a tenus distincts et souvent opposés les uns aux autres. En Bohême, l'élément tchèque et l'élément allemand sont superposés comme l'huile et l'eau dans un verre. La politique turque de la séparation des nationalités d'après la religion a eu de bien plus graves conséquences.
elle a causé la ruine de l'Orient, etc., etc. Donc, ce modèle français ne peut pas être un modèle universel. C'est rare, c'est bien rare que des Français ne se considèrent pas comme un universel. Je tiens aussi à signaler donc ce rapport entre politique et histoire qui est donc considéré comme dangereux, et Renan ne cesse de proclamer la nécessaire autonomie des scientifiques, et notamment du Collège de France, dont il devient l'administrateur en 83. Que se passe-t-il? Le fait de savoir ce qu'il s'est passé rend difficile la possibilité de la cohésion, de l'unité, et donc ce que Renan appelle la nation, et qui revient peu ou prou à cette idée d'une communauté, qui permet d'abstraire en fait l'idée de nation, et de voir son raisonnement de façon plus large qu'au niveau du seul fait national. Je crois que des exemples de cette nécessaire autonomie, on en a, et des biens récents. Ce qui, donc, ne l'empêche absolument pas de donc, développer, élaborer des visions historiques, mettre en avant donc, ces moments néfastes ou le difficile, qu'on pense à l'Antéchrist, qu'on pense à ces textes donc, qui sont, me semble-t-il, dans le volume 7, 8, sur Guillaume de Nogaret, etc. Des textes assez rares, mais sur ces conflits entre, par exemple, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, royal, avant la séparation des pouvoirs, hein, on est au XIVe, me semble-t-il. Et cela tout en prenant garde, autant qu'il le peut, de ne pas juger. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne juge pas, hein, mais on a cette volonté de ne pas juger en histoire chez Renan. Je saute encore pas mal de passages. Il faut donc admettre qu'une nation peut exister sans principe dynastique. Et même que des nations qui ont été formées par des dynasties peuvent se séparer de ces dynasties sans pour cela cesser d'exister. Ce qui revient, ce qui répond à cette phrase de la réforme intellectuelle et morale, quand la France a coupé la tête de son roi pendant la Révolution française, elle a commis un suicide, puisque cette nation s'est restaurée sans royauté. Le vieux principe qui ne tient compte que du droit des princes ne saurait plus être maintenu. Outre le droit dynastique, il y a le droit national. Ce droit national, sur quel critérium le fonder, à quel signe le connaître, de quel fait tangible le faire dériver. Et là, Renan met en place une série de possibilités suivies immédiatement de réfutation. Le premier de ces critères possibles est celui de la race. S'il n'y a pas de dynastie, c'est de dynastie princière, donc des premiers, c'est le peuple et la race des peuples, des populations, qui pourra faire ces divisions. Cet argument est, pour Renan, plusieurs fois infondé. Et d'abord parce que cette considération ethnographique, je le cite, n'a donc été pour rien dans la constitution des nations modernes. Je cite encore, la France est celtique, ibérique, germanique, l'Allemagne est germanique, celtique et slave, l'Italie est le pays où l'ethnographie est la plus embarrassée, gaulois, estruc, pélage, grec, sans parler de bien d'autres éléments s'y croisent dans un indéchiffrable mélange. Les îles britanniques, dans leur ensemble, offrent un mélange de sens celtique et germain dont les proportions sont singulièrement difficiles à définir. Donc historiquement, l'argument n'est pas fondé. L'idée même de race ethnographique est refusée. Je poursuis, la vérité qu'il n'y a pas de race pure, et que faire reposer la politique sur l'analyse ethnographique, c'est la faire porter sur une chimère. Les plus nobles pays, l'Angleterre, la France, l'Italie, retrouvera quand même ces hiérarchies nationales chez Renan, sont ceux où le sang est le plus mêlé. L'Allemagne fait-elle à cet égard une exception? Est-elle un pays germanique pur? Quelle illusion! Tout le sud a été gaulois, tout l'est à partir de l'Elbe est slave. Et les parties que l'on prétend réellement pures le sont-elles en effet? Nous touchons ici un des problèmes, etc. Alors, il continue, les discussions sur les races sont interminables parce que le mot race est pris par les historiens philologues et par les anthropologistes physiologistes dans deux sens tout à fait différents. Pour les anthropologistes, la race a le même sens qu'en zoologie, elle indique une descendance réelle, une parenté par le sang. Or, l'étude des langues et de l'histoire ne conduit pas aux mêmes divisions que la physiologie. Les mots de brachycéphale, de dolicocéphale n'ont pas de place en histoire ni en physiologie, ni en philologie, pardon.
Dans le groupe humain qui créa les langues et la discipline aryenne, il y avait déjà des brachycéphales et des dolichocéphales. Il en faut dire autant du groupe primitif qui créa les langues et l'institution dite sémitique. En d'autres termes, les origines zoologiques de l'humanité sont énormément antérieures aux origines de la culture, de la civilisation, du langage. Les groupes aryens primitifs, sémitiques primitifs, touraniens primitifs n'avaient aucune unité physiologique. Et ça, ce sont des affirmations que l'on trouve dès ces textes de Genèse. Je pense à De l'origine du langage ou à la grammaire générale et système comparé des langues sémitiques, qui, alors, De l'origine du langage 48, cette grammaire sémitique a une première version en 47. Je lis essentiellement parce que le texte n'est pas encore publié, mais n'existe qu'à l'état de manuscrit, son édition de 53, 30 ans avant. 35. 30 ans. 30 ans, pardon. Et donc, cette race philologique qu'il peut étudier n'est pas celle de la physiologie qui n'existe pas pour l'humanité chez Renan. Je poursuis un peu plus loin, le fait de la race capitale à l'origine va donc toujours perdant de son importance, parce que les gens se mélangent. L'histoire humaine diffère essentiellement de la zoologie, la race n'y est pas tout, comme chez les rongeurs ou les félins, et on n'a pas le droit d'aller par le monde tâter le crâne des gens, allusion à la phrénologie, puis les prendre à la gorge en leur disant « Tu es notre sang, tu nous appartiens !» En dehors des caractères anthropologiques, il y a la raison, la justice, le vrai, le beau, qui sont les mêmes pour tous. Tenez, cette politique ethnographique n'est pas sûre, vous l'exploitez aujourd'hui contre les autres, puis vous la voyez se tourner contre vous-même. Est-il certain que les Allemands, qui ont élevé si haut le drapeau de l'ethnographie, ne verront pas les Slaves venir analyser à leur tour les noms des villages de la Saxe et de la Lusace, rechercher les traces des Vils ou des Obotrites et demander compte des massacres et des ventes en masse que les Othons firent de leurs aïeux? Pour tous, il est bon de savoir oublier. Et cet oubli est quand même très très paradoxal de la part d'un historien qui parle ici de politique et non pas d'histoire. Alors, poursuite sur l'inintérêt de l'ethnographie pour ces divisions, ou en tout cas pour la définition de la nation. Deuxième argument, ce que nous venons de dire de la race, il faut le dire de la langue. La langue invite à se réunir, elle n'y force pas. Mais la langue pose elle-même un problème. Alors là, Renan nous dit quelque chose de très faux, c'est que en France, la France n'aurait jamais cherché à obtenir l'unité de la langue par des mesures de coercition, ce qui est absolument faux, et ce qui sera encore faux après sa mort, notamment pour les Bretons, alors qu'il est lui-même originaire de cette région. Mais là, je pense qu'il y a une ignorance de la part de Renan. Alors, les divisions des langues pour faire les nations posent problème. Là aussi. Et il prend des exemples assez simples. 3 langues en Suisse, ou des langues qui dépassent les pays. Alors il s'attache essentiellement aux pays européens, du continent européen. Donc la langue ne fait pas la nation. Et ça c'est vraiment aussi un argument important parce que ça veut dire que ce que lui appelle race linguistique ne doit avoir aucun fondement politique. Troisième argument, la religion saurait non plus offrir une base suffisante à l'établissement d'une nationalité moderne. Et Renan rappelle qu'au départ, la religion faisait le groupe social. Et c'est vraiment ce qu'il étudie ensuite dans l'histoire du peuple d'Israël. Comment la religion monothéiste, l'invention du monothéisme, constitue un groupe social et comment celui-ci est à la fois l'invention et la négation de la nation. C'est quand même une des grandes études, ou une des grandes thèses, un des grands thèmes de cette dernière somme historique. Mais la religion d'État, aux yeux de Renan, n'existe plus. Là, il revient sur l'Empire romain et sur un état des lieux contemporain. Il n'y a plus de masse croyant d'une manière uniforme. Chacun croit et pratique à sa guise ce qu'il peut comme il veut. Il n'y a plus de religion d'État, on peut être français, anglais, allemand, en étant catholique, protestant, israélite, en ne pratiquant aucun culte. Et on n'est pas encore dans le moment de la séparation de l'Église et de l'État, qui est une chose que Renan demande. Et les débats qui précèdent la loi de 1905 verront les émeutes de Tréguier en 1903 pour l'érection de sa statue, mais également
son nom revenir de façon souvent très véhémente dans les deux camps. Très rapidement, la communauté des intérêts, c'est-à-dire les alliances économiques, sont aussi écartées. Renan nous parla d'un Zollverein, donc en mots allemands, et là, je crois que Renan, sans les pressentir, mais, puis là on a peu de lignes, mais ressent un des grands problèmes de l'Europe, telle qu'elle est constituée en union plus économique que politique. Je poursuis. Cinquième... tiens, c'est marrant. Ils sont pas dans l'ordre. J'ai un 6, un 5. Ah, ils se sont trompés donc. Cinquième argument, là, les frontières naturelles sont-elles aussi refusées? Déjà parce qu'elles ne se définissent pas en tant que frontières naturelles. Et c'est là une des grandes avancées de la géographie. La frontière naturelle n'existe pas, elle est une interprétation du paysage. Elle arrive quand on fait de la Terre un territoire. Si tous ces arguments sont réfutés, c'est que Renan a tout de même une définition à proposer. Cette définition, elle est connue, je vous la lis. Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs, l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, et c'est ça, vivre ensemble, ça vient de là, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu individu. L'homme, messieurs, parce qu'il ne faut pas exagérer, il ne s'adresse pas aux femmes, ne s'improvise pas la nation comme l'individu est l'aboutissement d'un long passé d'efforts, de sacrifices et de dévouements. Le culte des ancêtres est de tous le plus légitime, les ancêtres nous ont fait ce que nous sommes. Un passé héroïque, des grands hommes de la gloire, j'entends de la véritable, voilà le capital social sur lequel on assied une idée nationale. Avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent, avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voilà les conditions essentielles pour être un peuple. On aime en proportion des sacrifices qu'on a consentis, des maux qu'on a soufferts. Nous sommes ce que vous fûtes, nous serons ce que vous êtes, et dans sa simplicité, l'hymne abrégé de toute une patrie. Donc la communauté, finalement, c'est un déjà-là. Mais ce déjà-là reste nuancé et écarté d'un principe dynastique trop étroit par un vivre ensemble au présent et au futur. Alors ce culte des ancêtres n'est pas, en ce sens, je crois, un lignage ou une descendance stricte reposant sur le sang. C'est, je crois, parce que la chose correspond parfaitement au reste de la philosophie de Renan, un patronage spirituel. Et ce patronage spirituel, cette descendance spirituelle, repose en ce sens non seulement sur la nécessité de maintenir des traditions, toujours garantes des stabilités chez Renan, ces stabilités étant positivement connotées, c'est également, alors j'ai oublié le début de ma phrase, je suis désolée, je la poursuis, on peut le voir en fait dans son étude d'une histoire qui n'est pas encore une histoire des corps, de la maladie mentale ou des émotions, mais qui ouvre cette brèche, notamment avec l'histoire des origines du christianisme. C'est-à-dire que cette ascendance, elle peut être choisie. On peut se reconnaître des ascendants que l'on n'a pas, biologiquement. Donc le désir de faire ensemble, c'est aussi le désir de se passer. Alors un désir qui passe bien donc par des ancêtres qui ont fait ce que nous sommes, donc une perpétuation, une continuité historique. Toujours, toujours. Renan n'aime pas les ruptures et alors il préfère y voir des moments d'accélération, de brusque évolution, mais globalement il n'aime pas les ruptures. Et ce que l'on peut voir, c'est que cette idée d'un culte des ancêtres, d'un passé héroïque, de grands hommes, permet la perpétuation d'un passé qui donc est sélectionné, puisque ce passé oublie les catastrophes antérieures, les sacrifices, enfin non pas les sacrifices, mais les exactions et la souffrance qui n'entre pas dans cette gloire véritable, qui est chez Renan de l'ordre du sacrifice.
C'est-à-dire que l'individu n'est rien ou pas grand-chose, et l'individu a quand même une place de plus en plus croissante dans ces textes, au regard du sacrifice pour le commun, pour la communauté, mais plus encore, derrière cette communauté, c'est l'idéal qui se profile. Idéal scientifique, où même les animaux iraient se sacrifier sur l'autel de la vivisection. Là, je paraphrase les dialogues philosophiques, hein, s'ils savaient à quel point il serait utile à l'homme de science, au progrès, et ce progrès d'abord un progrès épistémologique, le savoir renfermant toutes les formes de la vie. Je poursuis dans le passé un héritage de gloire et de regrets à partager, dans l'avenir un même programme à réaliser. Avoir souffert, joui, espérer ensemble, voilà ce qui vaut mieux que des douanes communes et des frontières conformes aux idées stratégiques, voilà ce que l'on comprend malgré les diversités de races et de langues. Je disais tout à l'heure avoir souffert ensemble, oui, la souffrance en commun unit plus que la joie, et psychologiquement je pense que c'est assez vrai. En fait de souvenirs nationaux, les deuils valent mieux que les triomphes, car ils imposent des devoirs, ils commandent l'effort en commun. On retrouve toute la pensée ascétique de Renan. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, nous vivons pour demain. Un idéal quand même assez particulier. On continue, une nation est donc une grande solidarité constituée par le sentiment des sacrifices qu'on a faits et de ceux qu'on est disposé à faire encore. Elle suppose un passé, elle se résume pourtant dans le présent par un fait tangible, le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune. L'existence d'une nation est, pardonnez-moi cette métaphore, et Renan s'excuse assez peu de ces métaphores, un plébiscite de tous les jours, comme l'existence de l'individu est une affirmation perpétuelle de vie. Donc un plébiscite, c'est ici, non pas un sondage ou un référendum, mais une affirmation renouvelée, un consentement de tous les jours. Et on voit comment l'idée du contrat social rousseauiste est ici largement amplifiée. Oh, je le sais, continue-t-il, cela est moins métaphysique que le droit divin, moins brutal que le droit prétendu historique. Dans l'ordre d'idées que je vous sommets, une nation n'a pas plus qu'un roi le droit de dire à une province « Tu m'appartiens, je te prends ». Une province, pour nous, ce sont ses habitants. Si quelqu'un en cette affaire a droit d'être consulté, c'est l'habitant. Une nation n'a jamais un véritable intérêt à s'annexer ou à retenir un pays malgré lui. Le vœu des nations est, en définitive, le seul critérium légitime, celui auquel il faut toujours en revenir. Et là, c'est-à-dire, ce vœu des nations, il est au présent. Il repose sur un passé, mais il est d'abord au présent. Donc, le présent est la volonté de construire un avenir ensemble, mais qui se vit, en fait, par des gens, passe devant ce passé. Et ça, c'est vraiment très progressiste, me semble-t-il. C'est, en d'autres termes, ce que l'on peut appeler l'autodétermination. Là, Renan nous parle, en 1882, de l'Alsace et de la Lorraine annexées par l'Allemagne. C'est un discours qui a une orientation politique première assez étroite, mais dont il s'abstrait pour développer quelque chose qui va plus être de l'ordre de l'idéal politique. Et la chose se conclut ainsi. J'y reviens après. Je me résume, messieurs, toujours ce messieurs. L'homme n'est esclave ni de sa race, ni de sa langue, ni de sa religion, ni du cours des fleuves, ni de la direction des chaînes de montagne. Une grande agrégation d'hommes, saine d'esprit et chaude de cœur, crée une conscience morale qui s'appelle une nation. Donc c'est quelque chose qui va être ce qu'on appelle des propriétés émergentes. Ce n'est pas juste un groupe, ça va être un esprit. Tant que cette conscience morale prouve sa force par les sacrifices qu'exige l'abdication de l'individu au profit d'une communauté, elle est légitime, elle a le droit d'exister. Si des doutes s'élèvent sur ces frontières, consultez les populations disputées. Elles ont bien le droit d'avoir un avis dans la question. Voilà qui fera sourire les transcendants de la politique, ces infaillibles qui passent leur vie à se tromper et qui, du haut de leurs principes supérieurs, prennent en pitié notre terre à terre. Étonnant, comme l'idéal repose sur la volonté des humbles. Consulter les populations, fit donc, quelle naïveté, voilà bien ces chétives idées françaises qui prétendent remplacer la diplomatie et la guerre par des moyens d'une simplicité enfantine. Attendons, messieurs, laissons passer le règne des transcendants, sachons subir le dédain des forts.
Peut-être, après bien des tâtonnements infructueux, reviendra-t-on à nos modestes solutions empiriques, le moyen d'avoir raison dans l'avenir, donc empirique qui revient sur la vivisection, et c'est très étonnant puisque la vivisection a un statut très particulier chez Renan, puisque les animaux devraient y consentir s'ils étaient conscients. Le moyen d'avoir raison dans l'avenir est, à certaines heures, de savoir se résigner à être démodé. Et c'est très étonnant parce que finalement, cette définition de la nation renanienne, qui est présentée comme une idée ancienne, est, je crois, assez neuve. Alors, Renan, ici, évoque quand même, enfin plutôt ce qu'entendent les gens en 1882, ou ce qu'ils lisent, c'est le cas de l'Alsace et de la Lorraine annexés par l'Allemagne, à cette époque, jusqu'à la Première Guerre mondiale, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Les choses sont quand même plus compliquées quand on prend en compte la réception de Renan. C'est-à-dire que ce principe d'autodétermination des peuples, le terme n'était pas de Renan, mais il me semble que la définition s'y trouve, a largement dépassé Renan. Et cette volonté de consulter les gens, les annexions, contredit les affirmations colonisatrices que l'on a dans la réforme intellectuelle et morale. S'agit-il chez Renan d'une palinodie? D'un retournement complet? Moi je le crois. Je pense que réellement il change d'avis, sans pour autant prendre une position nette et franche contre la colonisation. Mais je pense qu'on ne peut pas affirmer que Renan est un colonisateur sans tenir compte de ce texte 10 ans après. Renan proclame-t-il la nécessité de décoloniser? Ce n'est quand même pas le cas dans les textes, et je ne pense pas qu'il pensait là à, par exemple, l'Afrique du Nord, mais je pense que la chose n'est pas impossible. Alors, ce qui m'intéresse là, c'est de voir non pas ce que Renan en pense, mais ce qui est fait de Renan dans cette affaire. Parce que la réforme intellectuelle et morale a été, je vous l'ai dit, un best-seller de Vichy, et on a eu de grandes lectures de Barès, de Maurras, avant et pendant Vichy. La réforme intellectuelle et morale est toujours rappelée, notamment pour disqualifier Renan comme un théoricien politique de droite, voire d'extrême droite, et à notre époque, les affirmations qu'on trouve dans la réforme intellectuelle et morale seraient d'extrême droite, sauf que Renan n'a pas vécu à notre époque. Il me semble que c'est bien plus compliqué, notamment donc parce que ces textes entrent dans un système, se contredisent, au moins partiellement les uns les autres, et ce qui en a été fait est quand même assez contradictoire. Parce qu'on a des textes qui sont, c'est-à-dire donc la réforme intellectuelle et morale est donc un texte de droite dès sa publication, texte immédiatement publié après le siège et la Commune de Paris. Alors là, c'est sûr que Renan n'est pas communard, hein. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. Mais 10 ans après, on a ce texte qui est bien plus progressiste et qui me semble important. Et la réception de ces textes ne s'est pas du tout faite de la même façon. Ce qui fait qu'on a, tout comme Renan lui-même dans sa thèse voit Averroès d'un côté et l'avéroïsme de l'autre, on a bien un Renan et un renanisme. C'est-à-dire que finalement, Renan, déjà de son vivant, fâchait autant à gauche qu'à droite. À droite parce que Jésus était un homme incomparable, je vous renvoie à cette vidéo. À gauche parce qu'il ne blasphémait pas assez. Mais à droite, on avait bien compris que c'était bien plus dangereux et subversif. Grosso modo, hein, je schématise énormément. Pour ce qui est de ces théories politiques, bien plus complexes, il est très clair qu'il distingue toujours race linguistique et ou culturelle de la race biologique. Avec des choses très complexes, c'est-à-dire un polygénisme, la race humaine sera apparue en plusieurs endroits différents, mais en même temps, l'affirmation de l'unité de la race humaine, et ce, même dans les mêmes textes. Donc elle apparaît à plusieurs endroits, mais de la même façon. Et une inégalité entre les races, très nettement affirmée, mais une unité qui est essentiellement culturelle. Renan est quelqu'un qui refuse le relativisme, mais qui, dans le même temps, est... Alors ça, c'est
c'est quand même très courant dans les années 40, contre l'esclavagisme, et ça c'est quelque chose qui apparaît très nettement dans ses textes de jeunesse, contre aussi l'oppression et l'exploitation, et son ascèse intellectuelle et sociale s'allège nettement dans la deuxième partie de sa vie, ou la fin de sa vie, où il revient sur le refus du confort, le refus qu'il avait de l'amélioration des conditions sociales des gens, ce qui était tout idéal, et il se rend bien compte que les gens ont le droit de ne pas être trop malheureux. Donc, Renan est contradictoire, mais la réception de Renan ensuite l'est tout autant. Récupérer quelques morceaux de texte de Renan, c'est compliqué. Chez Renan, et chez les autres aussi. Si on prend la postérité d'un texte comme Qu'est-ce qu'une nation, eh bien c'est un texte qui a été à la fois largement critiqué, et en même temps qui a servi au mouvement de décolonisation, notamment en Afrique du Nord. Soit il a fallu s'opposer à Renan, et c'est ce qu'a fait, alors là pas en Afrique du Nord hein, évidemment, mais notamment Aimé Césaire. Senghor aussi a repris Renan pour le critiquer, mais en même temps, les principes politiques qui permettent d'élaborer la pensée de la décolonisation viennent quand même bien souvent en droite ligne de Qu'est-ce qu'une nation. Alors là, c'est pas exactement ça que je travaille dans mes propres travaux, mais cela me semble particulièrement intéressant. Si on prend la vie de Jésus, c'est un texte qui a été lu autant par Mussolini que Staline. Ce ne sont pas les meilleurs lecteurs. Vanzetti l'a lu, Trotsky l'a lu, et, enfin quand je dis lu, c'est apprécié, et l'ont eu en livre de chevet. Et Renan, il développe quand même l'idée d'un Jésus socialiste, communiste, premier communiste. Une idée avec laquelle il est à la fois d'accord et ambivalent. Toujours ce décalage, toujours cette ambiguïté. Et aujourd'hui, la vie de Jésus correspond finalement assez bien au Jésus de Vatican II et au Jésus du christianisme actuel. Donc, on peut pas le saisir d'un bloc, et je crois que c'est vraiment là au niveau de la lecture qu'il faut essayer de le comprendre, et que ce que montre la réception de Renan, comme celle d'autres penseurs, chez Renan c'est quand même vraiment intéressant. Religion politique. Ça explose, hein. Mais c'est d'abord non seulement des ambiguïtés, des ambivalences, des retournements présents dans le cœur même des textes, des complexités, parce que par exemple, il différencie race linguistique et race zoologique en refusant qu'il y ait des races humaines, mais dans le même temps, il n'arrête pas d'employer le mot race en absolu. Donc ça vous fait des phrases quand même très, très dures parfois à lire, que je refuse de répéter ici. Donc là, on voit ambivalence, complexité, et une des questions que je me pose quand même systématiquement, c'est ok, je lis tout Renan, je vois la complexité, je vois le système, mais s'agit-il pour moi de l'absoudre, de lui pardonner, de l'expliquer, parce que je sais bien que ce n'est absolument pas la même chose. Est-ce que moi je ne suis pas en train de projeter ma propre conscience que j'aimerais être ou avoir progressiste sur Renan? Et je crois que là, l'étude de la réception de Renan permet de comprendre la propre réception que l'on peut faire en tant qu'individu de ce genre de texte. C'est quand même assez différent de lire un théoricien du XIXe siècle et de lire une tribune dans Mediapart ou dans le Figaro aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a parfaitement le contexte en tête, et le XIXe siècle a quand même cette distance. Et je crois que, d'une certaine façon, le plus de culture permet, alors qu'il faut une certaine culture pour ne pas faire de contresens, comprendre des allusions par exemple, mais peut-être que le plus de culture n'est pas aidant. Et c'est-à-dire serait même un obstacle à une compréhension plus directe des textes. Et là, la question c'est, est-ce que lire Qu'est-ce qu'une nation en 2018, bientôt en 2019, c'est la même chose que lire Qu'est-ce qu'une nation en 1882? Et évidemment non, ce n'est pas la même chose. Et non, on ne pense pas les mêmes choses, et on n'a pas justement la même idée de ces sacrifices qu'il faut mettre en avant, glorifier, ou de ces horreurs de l'histoire qu'il faudrait oublier. L'actualité politique n'est pas dans l'oubli des horreurs de l'histoire. Elle s'est emparée de ce problème pour le penser différemment et permettre un oubli plutôt qu'une occultation. Mais on n'est pas encore à ce stade de l'oubli.
Donc qu'est-ce qu'on fait du texte? Que devient un texte? Et finalement, est-ce que c'est grave de ne pas lire Renan comme au XIXe siècle? Est-ce qu'il faut le lire comme au XIXe siècle pour le comprendre en 2018? C'est pas du tout gagné. Parce que quand des politiciens, ou peut-être des politiciennes, mais ça j'ai pas de souvenir, citent Renan aujourd'hui, ils ne citent pas un texte du XIXe siècle, ils citent ce qu'un texte du XIXe siècle a aujourd'hui d'actuel. Donc cette conscience, cette nation comme principe spirituel, comme volonté de vivre ensemble. Et on cite Renan sans savoir qu'il s'agit de Renan quand on parle de vivre ensemble. Et là, on voit que la formule dépasse le texte. Parce que la formule est réhabitée, remotivée par l'histoire et par les gens eux-mêmes, ces gens qui sont ceux qui doivent, dans l'idée renanienne, proposer un plébiscite de tous les jours quand ils veulent vivre ensemble, et la chose ne va pas de soi. Finalement, la politique a peut-être beaucoup à faire avec la lecture. J'espère que cela vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt.